Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je suis avec Poupous, le monde de Poupous sur les réseaux sociaux, qui fait de l'accompagnement parental. Et aujourd'hui, on va aborder le thème du Terrible Two chez le tout petit. Bonjour Poupous. Bonjour Erika. Merci d'être là. C'est un plaisir. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est le Terrible Two? Qu'est-ce qu'on appelle le Terrible Two? Ce qu'on appelle le Terrible Two, c'est une crise d'affirmation, une crise d'opposition. D'ailleurs, je préfère le terme crise d'affirmation. En fait, entre 18 et 24 mois, il passe une phase de mutation dans son cerveau. Et alors qu'il était très dépendant, c'est le terme que je cherchais, de ses parents, il manifeste un désir d'autonomie. Et c'est pour ça que je dis que je préfère l'appellation crise d'affirmation, parce qu'en fait, il est en train de s'affirmer, l'enfant. Et ça passe par cette fameuse opposition où il dit non, où il se jette à terre, les grosses crises de colère, parce que la période de mutation du cerveau n'est pas la même que pour la gestion émotionnelle. Donc, il veut s'habiller seul, il veut manger seul, il veut faire son lit, il veut se débrouiller seul. Le parent, lui, aura tendance à se dire, mais non, parce qu'en fait, il passe du stade de bébé au stade de petit enfant. Oui. Et quel que soit l'âge de son enfant, on le voit comme un bébé, mais lui, c'est chimique. Il veut s'affirmer. Il veut s'affirmer, faire tout seul, et c'est ça le Terrible Two. Et c'est surtout pour le parent que c'est un Terrible Two. C'est pour le parent que c'est terrible. L'enfant, lui, il veut juste apprendre. Et plus on laisse l'enfant apprendre dans ces moments-là, alors il y a différentes techniques, et plus il va gagner en assurance. Plus il prendra d'initiative, plus il fera les choses à sa manière, même s'il ne réussira pas tout le temps. D'accord. Puis il va essayer, c'est ça, en très résumé, le Terrible Two. Ok. Et mais comment réagir face à un enfant qui dit non à tout? Est-ce qu'on doit rentrer dans la confrontation? Comment faire? Alors, il y a plusieurs, ça dépend quand même des sujets, des raisons, et de la façon de faire. C'est quand même l'une des périodes pendant lesquelles on commence à poser les limites à un enfant. Donc, le parent ne sera pas tout le temps dans la confrontation. La meilleure des choses à faire, c'est instaurer un dialogue. Écouter son enfant ne veut pas dire être tout le temps d'accord avec son enfant ou tout le temps lui donner raison. L'arme principale du parent dans ce moment-là, c'est la patience. Et pourquoi un enfant? Parce que le parent ne réalise pas, dit non, non, non. Il faudrait qu'on prenne le temps de s'interroger sur le nombre de fois où on dit non à un enfant de cet âge. Les enfants apprennent énormément par mimétisme. Quand tout au long de la journée, il aura justement tenté de nouvelles expériences parce qu'il veut, il découvre le monde, il s'affirme, il découvre le jeu, il découvre qu'il a un impact sur son environnement extérieur, qu'il a un impact sur ses parents, sur sa famille. Et on s'amuse à lui répéter non, 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 non. Donc, il faut expliquer, il faut beaucoup expliquer, il faut beaucoup discuter avec son enfant. Ça ne veut pas dire ne pas redire non. C'est là que ça peut sembler antinomique, mais c'est vraiment la période où on commence à poser les limites. Donc, il faut l'accompagner, essayer de l'aider seulement quand il demande de l'aide, sauf s'il est en danger. Bon, là, sinon, point barre. L'accompagner. Quand il ne réussit pas, l'encourager, le féliciter pour l'initiative, lui montrer comment faire, lui montrer une autre manière de faire. Ça repose sur le dialogue, beaucoup. Et à cette période-là, puisque c'est quand même assez difficile, comment est-ce que le parent se sent? Démuni. Il est souvent démuni parce qu'il est dans l'incompréhension. Il passe d'un stade où il avait son bébé qui était tout le temps blotti sur lui, il faisait tout, l'enfant n'était que dans la demande. Il se retrouve face à un petit être humain qui s'affirme de plus en plus. Et on a tendance, mais c'est aussi normal, le parent couvre beaucoup. Juste d'ailleurs, même quand on répond seulement aux besoins primaires, et quand d'un seul coup pour tout, alors qu'on a l'habitude le matin de déshabiller son enfant, qu'on a l'habitude avant de quitter la maison, de le chausser, que ce sont des crises, le parent est démuni. Il se demande souvent, il se remet en question parce qu'avec la parentalité, il y a énormément de culpabilité qui accompagne le fait d'être parent, et souvent il pense qu'il a mal fait ou qu'il donne une mauvaise éducation. Il est beaucoup aussi soumis au regard des autres. Souvent, quand on voit un enfant se jeter en public par terre et que la maman ou le papa, parce que c'est le parent reprend, il y a souvent les petits commentaires, oui, enfin, c'est parce qu'on est en public. Oui, c'est ça.
mais le parent est démuni, il ne sait pas. Et l'enfant, tout aussi démuni que l'enfant, qui est débordé, ce sont des tempêtes émotionnelles. Donc les deux parents, les parents et les enfants se retrouvent dans une spirale, une vraie spirale. Mais le terme, c'est démuni. D'accord. Et justement, tu parlais de crise en public. L'idée de la crise pendant les courses, comment gérer ça? L'enfant fait des crises, on lui achète pas de bonbons ou on lui achète pas, il veut quelque chose, il fait une crise devant tout le monde. Comment gérer ça? La première fois, il faut l'arrêter. Il faut lui dire, c'est à ce niveau-là, parce qu'on lui apprend, on a un rôle d'apprentissage avec l'enfant sur le fait de reconnaître et connaître une émotion. Quand il fait ça, alors c'est mieux que la première crise ait lieu à la maison, pour qu'on puisse lui dire, chérie, qu'est-ce que tu ressens? Tu es en colère, tu es fâchée, tu as honte, tu as de la peine. Mettre des mots et lui suggérer d'autres choses. Je comprends que tu sois en colère, mais tu n'es pas obligé de te jeter par terre pour manifester ta colère. Je comprends que tu aies besoin de pleurer, dire. Ça fait honte. La vérité, c'est que souvent, certains parents ont honte, mais ça n'est pas de leur faute. On se met à la hauteur de l'enfant, on reconnaît et on accueille son émotion. Le fait qu'il se sente entendu, le fait qu'il se sente compris, qu'il se sente écouté, ne veut pas dire qu'il obtiendra satisfaction, mais il a un vis-à-vis. On ne se contente pas de lui dire « Maintenant, je vais te foutre 2 calottes si tu n'arrêtes pas de pleurer. Parce que souvent, il y a cette réaction-là. Mais il ne comprend pas. Il ne sait pas. Il se dit « Ok, bon, alors, quand j'ai besoin de quelque chose, quand je manifeste un besoin ou une envie, se comprend souvent pour des caprices. Ma réponse, c'est 2 calottes. » Mais il ne sait toujours pas ce qu'il a ressenti. Et à ce moment-là, il faut beaucoup parler. Mais en amont, il y a des choses qui se... Toutes les fois où ton enfant se jette par terre et tu te dis il a besoin de s'exprimer, ça va pas coller parce qu'à 7 ans, il continuera. Oui. Il ne saura pas manifester différemment l'émotion qu'il traverse. Ouais, donc ça, il faut en parler avec lui. Il faut en parler, il faut mettre des mots. Les enfants, on leur apprend à reconnaître les émotions. Si on ne leur apprend pas, certains ne sauront pas différencier la peine de la honte. Ou la colère, mais c'est parce qu'on n'aura pas appris. Et c'est vrai que c'est maintenant, je trouve, qu'on apprend à reconnaître les émotions, etc. Parce qu'avant, c'était pas vraiment à l'ordre du jour. C'était presque pas du tout même à l'ordre du jour, mais je pense qu'il y a une prise de conscience de l'impact de la gestion des émotions et de l'impact du vécu dans la petite enfance sur l'adulte qu'on devient. Parce que tous les enfants, combien d'adultes aujourd'hui n'arrivent pas on les traite d'impulsifs, de ceci, de cela, mais en fait, est-ce qu'on aura vraiment appris, on aura accueilli, on aura compris? C'est nouveau, mais en fait, il faut trouver l'équilibre parce qu'on cherche à comprendre les enfants, à les accompagner, à leur expliquer leurs émotions, mais il ne faut pas basculer non plus. C'est pas parce que je te comprends que tout est permis. C'est ça. Là, ce sont les fameuses limites. Oui. J'ai ma petite filleule, donc à la période du Terrible 2, qui voulait absolument s'habiller toute seule. Elle voulait s'habiller toute seule, mais elle mettait ses chaussettes à l'envers, donc le pied droit, ses chaussures, bref, elle voulait tout faire toute seule, sauf qu'elle prenait plus de temps forcément, et l'heure avançait. Est-ce qu'on dit à l'enfant, dépêche-toi, comment, ou alors on fait pour elle, mais elle faisait des crises, il fallait qu'elle fasse toute seule, donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? L'une des choses qui peut aider le parent, c'est d'anticiper ce genre de besoin et de proposer des jeunes alternatives de choix à l'enfant. Okay. Par exemple, pour le cas du vêtement, sauf si l'enfant a un uniforme, c'est pouvoir lui donner le choix alors, entre 2 tenues, pas 3 ou 4, parce que qu'il ait déjà le choix et qu'il puisse faire. En fait, ça va nourrir ce besoin d'autonomie, ce besoin d'affirmation et cette volonté de faire seul. Et ça permettra de contenter et lui annoncer, chérie, tu vas choisir entre ça et ça ou ça et ça. Mais je vais t'aider pour les chaussettes. Il faut toujours expliquer. D'accord. Et les fois, mais c'est important quand même de laisser faire. Il faut cadrer les enfants. On a tendance à penser que quand ils sont petits comme ça, ils ne comprennent pas, ils comprennent. Quand on leur explique, quand ils voient les choses, qu'on fait preuve de patience, mais le parent n'a pas tout le temps, le matin non plus, de faire preuve de patience. C'est pour ça que quand il propose en amont, il offre des choix à l'enfant, déjà là, ça permet de faire descendre la pression. Et les jours où il n'y a pas école, on ne doit pas aller, il n'y a pas d'échéance, il n'y a pas d'horaire à respecter, mais là, on laisse faire. Oui. Oui, ça arrive très souvent, mais plein de petites choses où laisser ta nièce se brosser les dents seule et en accompagnant en disant « Bon, mais je vais finir quand même pour toi ». Plein de petites choses où il y aura quand même les garde-fous
Et l'enfant aura le sentiment, plus que le sentiment, parce qu'il y aura un véritable accomplissement. Oui, un besoin qui nourrit en fait. Oui, qu'il nourrit. Et le matin, ça peut même être inscrit, tu sais, dans une routine. Chérie, dorénavant, je te propose quelque chose. Dorénavant, le matin, tu mettras plus tes chaussettes, tu vas plus t'habiller seule. Mais tu vas choisir ta tenue, tu vas te brosser les dents seule, tu vas débarrasser ton bol après avoir bu ton lait. Et là, il est valorisé. Et toutes les fois où on fait ça avec l'enfant, pensez à le féliciter. Parce qu'en fait, il y a aussi ce besoin de reconnaissance. Parce qu'en faisant ça, quelque part, il nous dit, il répond à toutes les fois où on lui a dit non. Dans sa tête, c'est tu vois que j'ai réussi. Tu vois que j'ai fait seul. Et ça permet vraiment de faire retomber la pression aussi. Alors cette période Terrible 2, elle est inévitable en fait dans la vie de l'enfant, dans son développement. Inévitable et indispensable au développement de l'enfant. Obligatoirement, alors ce sont des fourchettes qu'on donne, mais entre 18 et 24 mois, il y aura cette transformation au niveau du cerveau. Et c'est indispensable qu'ils la vivent. Donc, c'est indispensable que les parents soient aidés et accompagnés pour qu'ils ne pensent pas qu'ils ont mal fait. L'intensité ne sera pas la même chez tous les enfants, mais ça arrive. Ça arrive toujours et la durée non plus n'est pas la même. Pour certains enfants, c'est très rapide et pour, donc, très rapide, entre guillemets. 6 mois d'opposition, ça peut être long, mais il y a des enfants qui rentrent dans leur 3e année et qui sont toujours dans cette période d'affirmation. Mais on ne peut pas y couper. C'est un peu comme la fameuse crise d'adolescence. Qui intervient à différents âges. D'ailleurs, on parle de petite crise d'adolescence aussi. Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Oui. Okay. Et si tu avais un conseil à donner à un parent qui vit cette période-là et qui la vit très très mal, qu'est-ce que tu lui dirais? De s'armer de patience, d'essayer de s'aménager des moments où il peut se ressourcer. Être un bon parent, ça n'est pas forcément être 7/7 disponible. Accepter que parfois on n'a pas la patience, donner le relais quand c'est possible. Quand il ne s'agit pas d'une famille monoparentale, passer le relais à l'autre parent. Le temps d'aller souffler, le temps de reprendre et arrêter de culpabiliser. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, je vous invite à vous abonner. Et même si vous n'avez pas apprécié, abonnez-vous quand même. Et je remercie Topaz pour cette tenue.